Quoi de neuf en histoire se met à l'heure des Jeux Olympiques de Paris 2024 et vous propose une série spéciale consacrée au sport. Nous avons invité les contributeurs de l'ouvrage collectif Une histoire globale des sports olympiques, paru aux éditions Atlante, afin de retracer la trajectoire olympique des disciplines sportives au programme. Bon visionnage, bonne écoute et bon jeu. Bonjour, je suis Serge Vaucel, historien du sport. Je suis maître de conférence à l'Université de Toulouse. Je vous présente le chapitre sur l'histoire du tir à l'arc aux Jeux Olympiques que j'ai rédigé avec Thomas Fressin pour le livre de Michael Attali. Thomas est maître de conférence à l'Université Gustave Eiffel, spécialiste du tir à l'arc et des compagnies d'archers d'Ancien Régime. Quand on étudie la communication actuelle du Comité international olympique sur les épreuves de tir à l'arc, on découvre que le CIO présente le tir comme, je cite, « l'un des plus anciens sports étroitement liés au développement des civilisations ». Le CIO relate la présence du tir depuis la préhistoire jusqu'à l'époque antique dans les sociétés moyen-orientales, égyptiennes ou chinoises. L'ambition du CIO est de démontrer la permanence du sport, son universalisme culturel. Mais cela ne permet pas de saisir véritablement l'origine des compétitions sportives, celles que nous allons suivre à Paris en juillet 2024, ni de comprendre la forme particulière qui est la leur. Nous vous proposons de mieux comprendre l'introduction du tir à l'arc aux Jeux Olympiques, tout en observant ce que cette discipline a apporté aux Jeux et en observant en retour ce que l'olympisme a produit sur le tir à l'arc. C'est en 1900 que le tir à l'arc fait son apparition aux Jeux Olympiques modernes, lors des épreuves proposées à Paris à l'occasion de ces concours internationaux. Ces épreuves sont héritées de la culture traditionnelle française. Il s'agit d'activités qui s'inspirent des Jeux de la Renaissance et de l'âge classique. Tir au cordon doré, tir au chapelet, tir à la perche, à la herse, à la pyramide, autant de formes de tir que nous ne comprenons plus vraiment et qui n'ont rien à voir avec la préhistoire ou l'Antiquité qu'évoque le CIO dans sa communication. Il existait à cette époque de nombreuses compagnies d'archers en France, organisées sous la forme de sociétés de tir et dont le fonctionnement en milice locale reprenait la tradition des archers du roi. Ces petites sociétés étaient structurées selon un modèle aristocratique. C'est visiblement ce qui a plu au CIO et à Pierre de Coubertin dans sa volonté de promouvoir les anciens jeux français et avec eux des valeurs populaires, traditionnelles, tout en propageant une excellence corporelle élitiste à forte connotation chevaleresque. Lors des Jeux de 1904 aux États-Unis, puis à Londres en 1908, également à Anvers en 1920, les épreuves de tir adoptent des formes totalement différentes. Les anglo-saxons ont une culture archère différente. Leurs arcs ne sont pas les mêmes, ni leurs cibles. Et les distances ne sont pas celles du système métrique. L'absence de cadre réglementaire et de coordination par le CIO permet à chaque nation organisatrice d'imposer ses propres règles. Elles sont à l'évidence le reflet des particularismes régionaux ou nationaux. D'ailleurs, la faiblesse de la culture du tir à l'arc en Suède conduit à ce qu'aucune épreuve n'y soit organisée en 1912. Cependant, cette discipline qui accueille les femmes dès 1904 disparaît du programme olympique pour 50 années, après avoir expérimenté sans succès définitif une quarantaine de modalités différentes, donc sans jamais parvenir à une forme unitaire. Et ce n'est qu'en 1972 que le tir à l'arc refait son apparition dans le programme olympique. Entre-temps, nous expliquons avec Thomas comment l'activité s'est structurée, comment elle s'est dotée d'une fédération internationale, la FITA, en 1931. Nous analysons le fait que la discipline a codifié une modalité particulière de tir, le tir FITA, en définissant très précisément le type d'arc à utiliser, la distance par rapport à la cible, la forme même de la cible et les modalités de compétition, c'est-à-dire un tour de qualification et une finale sous forme de duel pour un tir à 70 mètres sur cible uniformisée. Le dernier temps du chapitre permet de comprendre les processus qui ont impacté cette discipline sportive, sa mise en forme sportive, sa simplification, sa féminisation, on l'a vu, sa scénarisation qui la transforme, le retour à une forme de duel,
individuel et collectif, masculin et féminin, bref, tout ce qui permet son internationalisation. Aujourd'hui, c'est d'ailleurs la voie de la mixité de genre qui touche le tir à l'arc avec l'apparition des équipes mixtes. Au final, le lecteur pourra mieux comprendre comment une épreuve sportive des plus modernes est issue d'une codification fédérale qui s'est appuyée sur des traditions guerrières pour devenir totalement pacifique. Le nouveau spectacle planétaire que le tir à l'arc nous offre aujourd'hui n'est plus celui des vieilles traditions, les nobles jeux de tir des cultures françaises, anglaises, belges ou américaines. Et cela même si le CIO lui a demandé de diffuser les valeurs chevaleresques les plus classiques. Au fil de cette histoire, vous comprendrez comment les JO de Paris 1900 ont été un accélérateur de la mutation du tir à l'arc, comment ces anciens Jeux européens ont conduit à la disparition de la discipline dans le programme olympique pendant un demi-siècle, mais également comment le tir à l'arc est parvenu à se construire une nouvelle forme sportive très malléable, celle qui répond aux attentes de la mondialisation sportive du XXIe siècle. Vous comprendrez mieux également les exagérations de la communication officielle du CIO dans sa volonté de promouvoir un sport universel. C'est ce que nous avons écrit dans notre contribution à l'histoire globale, coordonnée par Michael Attali. Nous vous souhaitons une bonne lecture.